quels seraient mes thèmes, mes arguments, mes socles depuis plus de 40 ans. Je pense d'ailleurs que quand on est jeune et qu'on est artiste, au fond, si on connaissait toutes les réponses, on ne ferait pas une vie artistique. Ça, c'est une première chose. Donc il faut, et moi j'ai toujours été dans cette disposition-là, j'ai toujours été dans une disposition de recherche et de faire une expérience, et j'appellerais assez bien cette expérience la traversée d'un risque, constamment. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois que j'engage quelque chose dans le travail de l'écrit ou dans le travail de la peinture, bien sûr, je sais des choses que j'ai déjà faites, mais il y a des choses que je découvre que je n'ai pas encore faites. C'est-à-dire en même temps, il y a en même temps cette chose du passé, de mon passé, mais aussi du passé que j'ai appris, c'est-à-dire de la grande histoire de l'art et de la grande histoire de la peinture ou de la poésie, et en même temps une espèce de projection dans là, avec un tiret venir, dans l'avenir, ce qui est à venir. Ça, c'est vraiment, pour moi, fondamental. Et ça fait que je crois, contrairement à plein d'artistes, euh, alors il y en a dans ma génération, je peux en citer quelques-uns après, mais contrairement à plein d'artistes, je ne suis pas quelqu'un de linéaire. C'est-à-dire que je ne suis pas parti de l'âge de... Bon, j'ai commencé à peindre à l'âge de 16 ans, mais de 16 ans à l'âge que j'ai aujourd'hui, pour faire une espèce de trajectoire. Ça, c'est vraiment un truc, j'ai compris bien vite, d'ailleurs je le réfute, et donc j'ai dû trouver d'autres termes. Et j'ai trouvé un terme d'abord français qui est territoire. En fait, ce que je fais, j'explore un territoire. Et je vais vous donner un exemple. Une peinture, ça a une surface. Donc cette surface, c'est un territoire. Hein, on peut dire, c'est-à-dire qu'il y a un truc à l'ouest, il y a un truc au nord, il y a un truc au sud, etc. Cette surface, pour moi, elle est aussi volumique. C'est-à-dire, c'est pas parce que je mets des couches fines qu'il n'y a pas une épaisseur. J'appelle ça une épaisseur volumique, mais qui n'est pas une perspective. Donc, j'ai un territoire en trois dimensions. Quand je fais une peinture, restons sur la peinture, je fais des choses et j'ai toujours des décisions à prendre. C'est-à-dire que ça peut être une décision de couleur. Hein, je peux mettre un bleu à la place d'un rouge, enfin, etc. C'est une décision de forme. C'est une décision d'endroit, de situation, etc. Bon, il y en a plein d'autres. Il y a des milliers de situations. Et donc je décide, mais ce que je fais, la concentration que je donne à l'art, à mon art, doit être telle que je dois me souvenir de toutes les décisions que je prends. Et surtout, j'allais dire de celles que je ne prends pas. Parce que celles que je ne prends pas, elles peuvent à un moment donné m'obséder 10 ans après. Et je peux me dire, mais tiens, ça, à un moment donné, si tu l'as eu dans ton travail, est-ce que c'est pas le moment maintenant de le creuser? Hein. Mais c'est pareil pour la vie. Je ne fais pas de différence à ce niveau-là avec la vie affective ou amoureuse ou ma vie courante. Hein. Je sais qu'avec mes enfants, par exemple, moi j'ai deux enfants, quand ils étaient tout petits, on me disait, mais tu leur parles comme à des adultes. Bah ouais, j'avais pas envie de leur dire ah gaga, dada, ou tout ça. Je ne sais pas faire ça. Je suis plus cet enfant-là. Donc, alors après, ça fait des enfants particuliers. Sûrement aussi, tu en as connu une. Euh, mais voilà. Donc je fonctionne comme ça sur à peu près tout. Je prends des risques à tout moment. Et alors ça conduit à pas de linéarité, donc un territoire. J'ai fini par utiliser le mot allemand de Raum, parce que Raum, alors c'est un peu plus rude, mais c'est en même temps l'espace et la surface. Quand je peins, je ne suis pas en train de me casser la tête en me disant mais est-ce que ça colle avec ce que tu penses, avec la philosophie, etc. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est au fond, à tous les moments, même quand il n'y a pas la peinture, même quand il y a que ça se joue. Donc voilà, pas de linéarité, un territoire qui est évidemment en expansion et qui n'a jamais fini de creuser
ce qu'il n'a pas compris, ce qu'il n'a pas saisi, ce qu'il n'a pas encore fait, etc. Voilà. Et alors maintenant, je me mets du côté du spectateur. Euh, je pense, le spectateur, il n'a pas à refaire le parcours du peintre. Surtout pas. Je veux dire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a voulu dire, comment il a voulu faire, etc. Il faut qu'il ressente la construction de l'artiste. Et ça, si tu veux, il faut qu'il s'abandonne à l'œuvre. C'est-à-dire qu'en s'abandonnant à l'œuvre, il va comprendre des systèmes de construction, il va comprendre des complexités, peut-être pas tout, peut-être pas tout. Et puis, il va venir aussi avec tout ce qu'il a sur le dos, avec son propre bagage. Donc, en travaillant comme ça, l'œuvre, elle va s'ouvrir à lui, va l'ouvrir, et ça va être formidable. Donc, il faut une grande attention du spectateur. Surtout dans le monde actuel, c'est-à-dire on a un flux d'images, un flux d'informations qui casse tout, enfin, qui nous bousille, je crois le voir, qui nous bousille le sens, qui nous bousille la compréhension, etc. Donc moi, j'essaye aussi, avec mon travail artistique, en tout cas avec la peinture, de ralentir. Je dirais, je travaille ordre chaos, c'est-à-dire que au départ est un chaos, mais sûrement organisé, ce que pensent d'ailleurs des physiciens. L'artiste croit y mettre de l'ordre, mais cet ordre met du désordre dans le chaos qui est organisé. Ça, c'est une première chose. Je travaille aussi avec des notions comme organique et minéral. J'ai toujours la sensation qu'il y a cette espèce de lutte entre l'organique et le minéral. Mais l'organique et le minéral, il est dans la vie de tous les jours, il nous constitue. Notre corps, il est organique et on se confronte à la pierre, aux roches, au sol. Il suffit de tomber, tu vois, pour en faire l'expérience. Donc, voilà, ça, c'est des choses comme ça. Et alors après, pourquoi ça a pris la forme que ça a pris dans ma peinture? Mais parce que dans les années 70, je m'intéressais à la musique répétitive, je m'intéressais aux mathématiques, notamment au système stochastique, à la répétition, au système matriciel. Donc j'ai utilisé ça. Mais avant ça, je faisais des paysages et des portraits. Quand j'étais tout jeune, j'allais même peindre sur le motif, etc. J'ai un portrait que je garde avec dévotion de ma grand-mère, que je vendrai jamais, que je donnerai pas, etc. Et évidemment, je me suis posé la question, comme tout le monde, mais qu'est-ce qui a pu me faire passer euh, à une abstraction dont on a l'impression qu'elle est continue et dont je dis que c'est pas une abstraction. Parce que je travaille avec la chaleur, avec le climat, j'ai dans un texte d'ailleurs poétique, et je crois que c'est dans la part de la lumière que j'avais fait aux éditions du Grand Tétra, où je dis par exemple la pluie tombe, la pluie me tombe dessus d'une certaine manière, et je ne la vois pas, mais je sens la pluie. Et je crois que je travaille beaucoup plus sur le ressenti de la pluie, ou le ressenti de la chaleur, ou le ressenti du froid, comme paysage en moi. Voilà, ça c'est une piste. Ma peinture a l'air aujourd'hui plus paisible. Alors, que ma poésie. Ma poésie est plus politique, parfois vociférante, parfois agressive. C'est-à-dire qu'avec la langue, avec les mots, je dis le monde, parce que le monde, en fait, il se dit dans la langue, quoi. Hein. Euh, je le dis sûrement avec plus de violence. Mais en même temps, dans ma peinture, la violence, elle est toujours contenue. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté une violence sourde, et il y a cet apaisement, quoi, qui l'a fait passer. Et donc, voilà, moi, je pense que quand on regarde mon travail, un premier coup,
on voit pas ça, ce que je raconte là. Mais si on accepte de prendre le temps, ah si on passe en 4 secondes, en 10 secondes, c'est foutu. Bah tant pis. Je crois il faut du temps pour voir les choses, il faut du temps pour lire un livre, il faut du temps pour la poésie, il faut du temps pour aimer quelqu'un. On peut, si ça doit se faire, tu rencontres quelqu'un, voilà, le soir tu te retrouves dans un lit, le lendemain tu es déçu, enfin ça marche pas. C'est débile quoi. Il faut du temps. Il faut éprouver les choses, les incarner. Le coup de foudre, par exemple, c'est pas ton truc. Ah mais le coup de foudre, ça se travaille. Si, c'est très beau le coup de foudre. Mais le coup de foudre, il ne faut pas rester sur le coup de foudre. Il faut alimenter, si tu veux, cette beauté initiale. Sinon, non, c'est absurde. Alors, c'est vrai que à l'entrée du couloir, je veux une pièce ancienne, mais je veux aussi tout de suite des pièces récentes. Donc, tout de suite, montrer des écarts. Est-ce que peut-être le spectateur va dire, punaise, mais est-ce que c'est le même artiste, quoi? Mais oui, c'est le même artiste, mais à 40 ans de distance. Et donc, il y a eu des petites choses qui se sont tissées tout au long. Comme quelque chose d'arachnéen, quoi. Voilà. Euh, et donc, la première salle, elle sera un peu plus, je dirais, historique. Mais historique sur 40 ans, hein. C'est-à-dire que je vais mettre des pièces de 78, 79. Je vais mettre deux trois pièces des années fin 80, peut-être un truc 2000, mais on pourrait retrouver dans les deux autres salles des petites choses qui sont justement à 30 ans ou à 40 ans de distance. Et d'ailleurs, ta question me fait penser, il faut que je retrouve, je dois avoir, parce qu'à un moment donné, il y a, il y a une quinzaine d'années, je crois, cette chose m'occupait, là, ce que tu poses comme question. Et j'avais pris quelques pièces, pas beaucoup, quatre cinq 20 ans avant. Et j'ai fabriqué des diptyques, si tu veux, 20 ans avant, 20 ans après. Et je les ai mis côte à côte, mais au même format. Et j'ai fait, il y a une pièce qui est dans une collection allemande, et je dis, il doit m'en rester une, je ne sais pas où elle est là maintenant, tu vois, mais je pense à ça. Ça pourrait être une pièce qui est dans l'expo. Et, et- et évidemment, je m'interroge dans des pièces comme ça. Qu'est-ce qui a changé? Et qu'est-ce qui est pareil? Je dirais, tout est pareil, tout a changé. Là, moi, je commence à avoir un certain âge, mais en fait, je reste un gamin dans ma tête. Voilà. C'est ça que je voudrais qu'on fasse comprendre dans l'expo. C'est-à-dire que quand je peignais des choses quand j'avais 20 ans ou 22 ans, l'émotion, elle est toujours là. Quand je revois, bon, je ne regarde pas les pièces il y a 20 ans, là, je les revois parce qu'il y a une expo, tu vois. Sinon, il y a des toiles que j'ai pas vues depuis 30 ans, là, hein, donc je vais sortir. Mais l'émotion est toujours là. Alors, est-ce que c'est la même émotion? Non, elle est enrichie de toute l'expérience après. Et au fond, vieillir, je crois qu'il ne faut pas en avoir peur parce que c'est une densité de. Ça densifie l'enfance. D'accord. Je dirais ça. Alors, oui, bon, pour l'extérieur, je vais montrer certainement une ou deux pièces avec mes dernières sculptures en bois, tout ce qui concerne les bâtons, ce que j'appelle les branches, peinture branchée, quoi, c'est pas mal. Euh, mais en même temps, je vais y mettre alors aussi des pièces très anciennes en sculpture, puisque j'ai longtemps travaillé le métal, jusqu'à faire des pièces qui font 4 tonnes, que je suis plus en état de faire aujourd'hui. Et donc j'ai décidé de mettre, en tout cas il y aura trois ou quatre pièces en métal dans le jardin d'Apollonia. Donc ouais, il y aura ça. Il y aura aussi des ponctuations du aujourd'hui et du passé. Quoi. Il y aura, je mettrai une pièce qui s'appelle le chariot du vent et
qui est une pièce qui ramènera sur la forme le ton d'eau, que j'utilise beaucoup, hein. Le cercle est très présent dans ma... et le cercle, il est rené de l'hommage que j'avais fait à Chongoer, puisque j'avais constaté que la Vierge au buisson de rose, que j'ai vue toute mon enfance, la robe de la Vierge, c'était quasiment un incroyable arrondi, rouge d'ailleurs, magnifique. Et le cercle, c'est l'œil, c'est un oculus, c'est le monde. Euh, c'est Chaplin qui s'amuse avec la sphère. Enfin, pour moi, tout de suite, ça convoque tout ça, quoi. Je commence quasiment toutes mes peintures avec le geste que j'ai depuis la fin des années 70, qui est un geste comme ça, gauche-droite, qui est un geste d'écriture. C'est le même geste, même s'il s'oublie dans le travail après, tu vois. Mais même cette petite pièce là, qui sera Apollonia, hein, avec la branche, celle-là, euh, celle-là, elle sera sûrement à l'entrée. Symbolique de ma propre existence avec un corps aussi cassé. Moi, je refuse plus du tout ça. C'est-à-dire que moi, j'ai été cassé par la vie, par un accident, et ça m'a constitué, ça m'a fortifié, ça m'a... Voilà. J'avais mis 13 ans pour marcher. Euh, je peux te dire que quand tu fais cette expérience-là, après, une fois que tu es debout, il n'y a plus personne qui te couche, hein. Bon, la dialectique, elle serait plutôt marxiste. Euh, ouais, je crois que... parlons des duos et du rapport à l'autre, en fait, de l'altérité. J'ai effectivement énormément œuvré dans des groupes. J'ai fait énormément de duos avec plein d'artistes différents. J'en ai fait avec Bertrand Vivin, j'en ai fait avec Godwin Hoffmann, j'en ai fait avec Sylvie Vium, j'en ai fait énormément. Je sais pas, j'ai jamais fait le compte, mais j'ai au moins fait avec une quarantaine d'artistes des œuvres en duo. Et, et donc ça m'a conduit à faire une thèse, hein, là-dessus, sur les duos et les collectifs d'artistes. Et la question qui m'intéressait, c'était en fait, c'était d'une certaine manière de lutter contre le mythe héroïque et solitaire de l'artiste, hein. C'est-à-dire que j'avais constaté que au théâtre, en musique, même en musique, il y avait quelque chose qui fonctionnait toujours en interactivité, en association. Parce qu'au fond, il y a un chef d'orchestre, il y a un orchestre, puis il y a un compositeur. Et parfois, les trois sont liés pour essayer de rendre l'œuvre, euh, pas seulement dans la conception du compositeur, mais aussi dans la conception et de ce que l'orchestre peut faire et de ce que le chef d'orchestre peut faire. Et donc, je me suis beaucoup interrogé là-dessus. Je me suis même demandé si parfois de faire un duo, c'est pas s'enrichir avec l'autre de ce qu'on savait pas faire soi-même. Bon, un des duos quand même les plus forts que j'ai fait, c'est avec Jean-François Robic. Donc c'était l'épongiste. Alors ça, c'est un autre duo, parce que Jean-François avait sa pratique artistique, en tout cas la photocopie, mais il venait de la peinture. Moi, j'avais la peinture, la poésie. Et on a fabriqué un ensemble qui a d'ailleurs été exposé superbement chez Apollonia, un ensemble qui était différent et de l'un et de l'autre. Donc on a inventé un troisième personnage qui était l'épongiste, un peu néo-dada, où on se permettait à peu près tout. On se permettait tout. euh, on était méchant, on était agressif, on était drôle, faisait des performances, et ça a duré 15 ans. Et on continuait quand même notre travail, quoi, à côté. Et là, si je les retrouve, on continue de temps en temps de faire des duos, mais pas épongistiques. Ils sont des duos Germain Ross, Jean-François Robic, quoi. Je crois que dans la grande histoire de la poésie et de la peinture, puisqu'on on pensait au XVIIe et avant que la peinture et la poésie c'était la même chose. Et donc après on a dit, non, c'est pas avec les romantiques, avec
Et Baudelaire et tout ça, Rimbaud, ça s'est séparé. Mais il me semble que le fait que tellement de poètes et tellement de peintres travaillent de concert, si tu veux, pour faire des livres, pas des livres de poésie, des livres d'artistes, entre le poète et le... Je pense qu'il y a des séquelles, si tu veux, très anciennes qui persistent. Et que Yannick Enel, d'ailleurs, traduit aussi dans ses théories. Romancier, historien, théoricien. Je suis assez d'accord avec ça. Et moi, je suis ouais, un peu traversé par ça, parce que mes livres d'artistes, seuls, avec parfois juste de la peinture, parfois avec ma poésie, mais parfois avec la poésie des autres, il y en a plein. Il n'y a pas une année où je ne fais pas plusieurs livres d'artistes. Donc, oui, oui, c'est extrêmement important. Quand je peins et que je mets des mots dans la peinture, c'est immédiat. C'est-à-dire que je n'écris pas un poème par ailleurs en me disant il pourrait rentrer dans une peinture. Je ne fais pas ça. Tu vois? C'est-à-dire que je peins et il y a une phrase qui arrive parce que je peins, si tu veux. Et donc je la mets dans la peinture. C'est donc pas une phrase qui arrive à la fin comme un titre ou comme un... Donc déjà, ce procédé est différent. Dans mon travail de poésie, moi j'ai des carnets. Si par exemple je pars faire une balade ou je pars en bagnole, ou, etc., si j'oublie mon carnet, je suis malheureux, mais tu ne peux pas imaginer. C'est-à-dire il y a quelque chose qui manque. Parce que le carnet euh, me sert à noter tout le temps la langue qui vient, la langue qui est en moi. C'est une espèce de flux continu. Donc même la poésie euh, qui ne fera qu'un livre, c'est-à-dire où il n'y aura pas de peinture, et il faut aussi ça, elle vient aussi de la même manière, elle vient dans un flot comme ça continu. Sauf que, évidemment, le premier jet ne suffit pas. C'est comme le premier jet en peinture. Et parfois, tu notes 10 pages, vraiment, tu es dans une espèce de truc, tu les revois le lendemain et tu trouves ça consternant, quoi. Donc, il faut tout reprendre. Et parfois, il faut tout jeter. Et la peinture, c'est la même chose. C'est-à-dire, tu vois, parfois, moi, mes peintures, c'est souvent sur... d'ailleurs, il y a les dates, parfois, de, disons, 2015, 2021. Et les gens, ils se disent, ah punaise, il a mis tellement de temps pour faire ça. Bah ouais, parce que parfois, je sais qu'il y a un truc qui va pas, mais je sais pas quoi. Mais je sais que ça va pas. Si tu veux, donc je regarde tous les jours, tous les trucs, et puis un an après, paf, je fais quoi, tu vois. Et alors là, malheureusement, ça va encore moins, tu vois, ou alors ça va. Et quand ça va encore moins, parfois, il faut que je recommence tout. Et donc, c'est comme ça que je travaille. Donc, je travaille comme ça dans la poésie, je travaille comme ça dans la peinture, je travaille comme ça. Et d'ailleurs, les questions que tu me poses, je réponds comme ça. J'ai pas de projet j'essaye de voir si au moins ce que je fais a une cohérence, quoi. Il y a tellement d'artistes qui savent pas ce qu'ils font. Ça me désole, quoi. Quand Duchamp dit bête comme un peintre, il voulait pas dire les peintres sont bêtes. Il voulait dire que les peintres qui ne pensent pas à ce qu'ils font sont bêtes. Tu vois, Duchamp était un peintre, il vient de la peinture. Donc il ne pouvait pas dire ça. En plus, Duchamp, il a dit un truc magnifique que personne ne sait. Il a dit, on a toujours besoin d'un groupe. Duchamp, le solitaire, a priori, a dit ça. Bah, il ne l'a pas dit a priori, il l'a dit.